long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous. Pendant que la NBA jouait ses derniers matchs de saison régulière ces derniers jours, la WNBA est partie dans tous les sens avec une densité d'actu plus folle que jamais, un calendrier assez hard. Il y avait une draft d'expansion pour Toronto et Portland, une ouverture de free agency ce week-end qui a été aussi endiablée qu'Antoine Pimel quand il danse sur de l'afrobeat, et une draft 2026 qui se tiendra déjà la nuit prochaine à 1h du matin. On s'est donc dit que c'était l'occasion de faire un petit pod WNBA partagé entre la free agency, ce qui s'y est passé, et cette draft 2026 dont on vous fera un petit compte rendu dans le CQFR de demain matin évidemment. Et ce week-end donc, comme je vous disais, la free agency a débuté. C'était quelques jours après le gros trade qui a un peu lancé les hostilités, celui d'Injuries dont on vous a déjà parlé dans le CQFR. Je vais redire rapidement ce que j'ai déjà dit à ce sujet-là, au cas où vous ayez manqué le pod où on en a discuté. Je pense que Chicago a pas bien géré le cas Injuries. Je pense aussi que Chicago aurait jamais dû renvoyer Teresa Weatherspoon sur la saison précédente, et qu'il y avait un monde où le Sky redevenait une force majeure de la ligue au fil des ans autour de ces deux femmes-là. Et malheureusement, par la parenthèse enchantée du titre en 2021, c'est quand même une franchise qui est coutumière du fait, avec des séparations fâcheuses, des choix qui interpellent, on va dire, depuis plus de 10 ans, et malheureusement ça rentre aussi dans cette case-là, et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir réussi à travailler sur la relation avec Angel, de ne pas avoir capitalisé sur sa popularité, sur son niveau de jeu. Quoi qu'on en pense, c'est aussi déjà une figure de la ligue, qui est double All-Star, qui est médiatiquement très, très puissante, et c'est important dans une ligue comme la WNBA qui est en pleine expansion que les franchises aient ce genre de joueuses. Donc c'est dommage que Chicago n'ait pas pu capitaliser là-dessus. C'est Atlanta qui en profitera dans un autre registre, et c'est sans doute très très bien pour elle. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'a lancé, avant même le coup d'envoi de la free agency, c'est ce qu'a lancé les hostilités, et je voulais balayer un peu pour vous les faits majeurs de cette free agency qui vraiment se déroule à la vitesse de l'éclair. Début de saison WNBA qui approche oblige. Il y a eu les négociations interminables autour du CBA qui ont précipité les choses. Petite remise en contexte quand même, du coup, puisque je vous parle du CBA, ce CBA qui a été signé et qui a permis une augmentation du cap très importante, le salary cap qui est passé de 1,5 million à 7 millions par équipe. Du coup, il y a peut-être des filles qui, avec des CV un peu random, en tout cas ce qui semblera être un CV random, ont signé des contrats qui sont nettement supérieurs au contrat max qu'il y avait sous le précédent CBA. Et je le disais hier, peut-être pour les personnes qui ont regardé le Swish Brunch qu'on a fait dimanche avec mon ami Ghislain Clément, que vous avez déjà vu dans des podcasts Basket Session et Reverse. Quand je parle de joueuses random qui signent des contrats importants, pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est pas du tout une critique, et je me réjouis même que certaines joueuses puissent paraître surpayées. C'est comme en NBA, c'est aux GM de bien faire leur boulot, c'est pas aux athlètes de refuser les deals éventuellement lucratifs qu'on leur propose alors qu'elles sont sous-payées depuis le début de leur carrière. Donc non, c'est vraiment pas une critique, et là on voit des moves qui peuvent parfois rappeler la fameuse augmentation du cap en NBA il y a quelques années, avec des deals qui avaient été assez dingues à l'époque. Donc je vous fais un petit récap qui est pas vraiment chronologique. Je me suis attardé sur des choses, sur des dossiers en particulier. Et pour commencer, évidemment, on va commencer français. On va commencer avec Gabby Williams. Gabby Williams, on savait qu'elle allait probablement quitter Seattle. Elle avait établi une shortlist avec des enjeux différents pour chaque destination. Il y avait Las Vegas pour le côté homecoming, retour à la maison. Puisque vous le savez peut-être, si vous avez le MOOC French Touch à la maison, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir écrire le portrait de Gabby et de retracer son histoire, ça aurait été un choix aussi un peu personnel pour elle, parce qu'elle vient de la ville de Sparks, dans le Nevada, elle a grandi là-bas. Et ça aurait été aussi un choix plus sportif que financier, parce que les Aces qui sont champions en titre n'auraient pas pu offrir à Gabby le même type de salaire auquel elle a maintenant le droit de prétendre. Donc il y avait cette option Las Vegas, il y avait l'option Minnesota aussi, finaliste d'il y a 2 ans, qui a une superstar, Nafisa Collier, qui est une ancienne coéquipière de Gabby à Yukon. Les Lynx, c'est une puissance très très établie en WNBA depuis pas mal d'années, ça a été une dynastie aussi.
Sauf que Nafisa Collier est blessée, elle va sans doute manquer la première moitié de la saison. Et les Lynx ont été assez attentistes pendant la free agency, pendant ces quelques jours de folie. Et même si elles ont prolongé Kayla McBride et Courtney Williams sur des contrats max ou pas loin, ou lower max, l'intérêt sportif était un peu incertain à court terme, on va dire, pour Gabi. Et au final, Gabi a choisi la troisième option, comme elle l'a confié en exclu à Noé Delaunay du média français Taille 6. C'est-à-dire que cette troisième option, c'est Golden State. Et c'est un choix que moi je trouve très excitant à plein d'égards pour elle. Pour elle, déjà, c'est génial parce qu'elle prend un contrat max, 3,7 millions sur 3 ans. Contrat max qu'elle a mérité. Hein. Elle a acquis un statut différent ces dernières années. Avec ce qu'elle a montré en Europe, avec ce qu'elle a montré avec les Bleus, évidemment, pour moi aujourd'hui, c'est la star du basket français et de l'équipe de France. Et aussi avec Seattle, parce que je rappelle que la saison dernière, quand même, Gabi Williams, elle est All-Star pour la première fois de sa carrière. Elle est membre du meilleur 5 défensif. Elle est meilleure voleuse de ballon, celle qui a totalisé le plus de steals sur toute la saison en WNBA. Avec ça, elle tournait quand même à 11 points de moyenne, un peu plus de 11 points de moyenne, ce qui peut paraître faible, sauf que c'est dans une équipe où il y avait plein de talents offensifs qui avaient un peu de mal à fonctionner entre elles, et c'était un peu mal fichu, on va le dire. Donc ça reste une très bonne saison statistique pour Gabi. Et là, elle débarque dans une franchise qui est jeune, Golden State, hein, qui a envie de surfer sur la hype qui est née la saison dernière, et qui a envie de retourner directement en playoff avec peut-être un peu plus d'ambition. Et là-bas, outre ce décor un peu clinquant et tout neuf, elle va retrouver des filles qu'elle connaît bien. Il y aura Iliana Rupert et Janelle Salin, ses coéquipières en équipe de France, qui seront à nouveau Valkyrie. Il y aura Veronica Burton, qui est la MIP en titre, qui est une joueuse que j'adore, qui a signé un nouveau deal aussi et qui va pouvoir former une paire avec elle. Pas de franchise player à proprement parler, mais ça va être les deux joueuses peut-être majeures de l'effectif. Et Gabi aura Nathalie Nakassé en coach, l'ancienne assistante notamment des Clippers, et qui est devenue déjà, dès son premier job avec les Golden State en WNBA, une excellente coach qui va, à mon avis, faire passer un cap supplémentaire à Gabi. Je suis en train de me demander, si je ne dis pas de bêtises, Nathalie Nakassé était élue coach de l'année déjà avec les Golden State Valkyrie. Et pour parler des Valkyries, je me permets un petit pont pour vous rappeler que même si la période des frais de port est passée, notre MOOC Warriors est toujours disponible sur le shop de basketsession.com. Dedans, il y a un gros papier sur les Valkyries, justement, par Benoît Jamet, sur la création de cette franchise, le modèle que c'est en train de devenir sur un timing express, hein, et c'est un vrai modèle en termes d'identité et de réussite déjà en WNBA, qui va, j'imagine, en inspirer d'autres, vu que c'est une franchise qui va accueillir encore 2 nouvelles équipes cette année, hein. Je vous l'ai évoqué avec la draft d'expansion, Portland et Toronto, et qu'il y aura aussi des équipes du côté de Cleveland, Philadelphie et Détroit, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une ligue en développement et les Valkyries en sont un modèle. Je suis très content que Gabi puisse aller là-bas, c'est son choix, elle avait le choix entre plusieurs équipes. Et si c'est peut-être pas l'équipe avec laquelle elle a le plus de chances de remporter un titre dans l'immédiat, c'est au moins là où elle va pouvoir capitaliser, je réutilise encore ce terme, sur ce qu'elle a fait très très bien ces dernières années en WNBA et ailleurs, parce que, au cas où les gens ne le savent pas, Gabi Williams c'est une MVP de Final Four d'Euroleague aussi, quand même, avec Chopron à l'époque, en plus d'être la star qu'on connaît avec l'équipe de France ces dernières années. Voilà. Sur le cas Gabi, on peut passer maintenant. Je voulais parler d'une équipe qui, à mon humble avis, va se pointer à la reprise avec le cas le plus solide, je pense, pour succéder à Las Vegas et récupérer le titre, puisque c'est l'équipe qui avait gagné sur la saison précédente, c'est le New York Liberty. Il y a déjà eu des super teams à New York dans un passé très récent. Là, ce qui s'est formé pendant cette free agency, c'est pour moi encore autre chose. Le terme de super team n'est pas galvaudé, hein. Il y a Brianna Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionescu qui sont restés. Donc une base plutôt sympathique, hein, avec probablement 3 des 10 meilleures joueuses de la ligue, des MVP des finales et des titres pour ces joueuses-là. Et à ça est venu donc s'ajouter Satou Sabali, qui arrivait en provenance de Phoenix, qui était free agent aussi, comme les 3/4 de la ligue. Satou Sabali, l'allemande, qui venait de jouer les finales avec Phoenix, qui avait été rayonnante pour épauler Alyssa Thomas. Et Satou Sabali, qui déjà arrive à New York, qui déjà a voulu quitter Phoenix. Elle a joué 4 ans à la fac avec Sabrina Ionescu, donc pour la connexion, il n'y aura aucun problème. Elles étaient à Oregon ensemble. Elles avaient d'ailleurs été prises en 1 et 2 à la draft 2020. Et Satou Sabali, je pense que c'est une top, on peut élargir un peu peut-être, top 10, top 15 de cette ligue. Et elle peut très bien être intégrée au top 10. C'est une super joueuse qui va pouvoir s'emparer, à mon avis, du poste 3 sans aucun souci dans cette équipe.
et ça les rend extrêmement menaçantes. Avec ça, il y a le retour de blessure de Betnadja Laini, il y a un banc où il y aura encore Marine Johannes, évidemment, mais aussi Raquel Carrera, l'espagnole, magnifique joueuse, qui va faire ses débuts cette année. Et tout ça, c'est coaché par Chris DeMarco, qui est un coach qui a passé 14 ans aux Warriors, qui a participé à la dynastie comme assistant coach de Steve Kerr, et qui va avoir son premier job de head coach. On a vu que ça pouvait fonctionner, hein. Du côté de Phoenix, Nate Tibbetts c'est presque directement allé en finale WNBA, donc c'est possible de s'adapter, et il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire. Et New York, avec cette recrue, avec Satou Sabali, à mon avis, ça va être difficile d'aller les chercher. C'est une équipe qui peut aller les chercher, évidemment, c'est les champions en titre, qui sera l'autre grand favori, Las Vegas, qui nous a fait une Spurs pendant cette free agency, ce qui n'est pas très étonnant avec Becky Hammon quand on connaît son parcours. Elle a verrouillé ses cadres, même vieillissante, sur plusieurs années, sans forcément se dire qu'à un moment ça pourrait peut-être poser problème sur le plan de la temporalité entre la qualité des joueuses qui seraient sur une pente descendante et leur salaire. Il n'y a pas eu de révolution de palais. A'ja Wilson, Chelsea Gray, Jewel Lloyd ont tout été prolongés pour des montants importants. Et j'ai pas parlé de celle qui peut-être est la plus importante, je trouve, parce que c'est la plus jeune des quatre, c'est Jackie Young, elle aussi prolongée sur 2 ans, elle en l'occurrence, 1 an, pardon, et qui va pouvoir permettre à Las Vegas de former ce qui est aussi un Big Four, avec peut-être moins de profondeur que du côté de New York, mais encore une fois, si elles arrivent en playoff sans pépin, c'est pas une preview de la saison, hein, ça on le fera plus tard, la saison n'a pas encore démarré, mais si elles arrivent en playoff sans souci physique, il n'y aura pas grand monde qui pourra les regarder dans les yeux, je pense. On peut passer à une autre équipe. Je vous propose de parler des Los Angeles Sparks. C'est une équipe aussi qui fait souvent parler, hein. Il y a toujours le glamour de Los Angeles et des Sparks. Alors les Sparks, ça me déroute un peu leur free agency. J'ai envie d'aimer cette équipe. Il y a plein de joueuses que j'aime bien dedans. Juste, je comprends pas tout et je suis pas positif sur tout. Les trucs positifs, c'est qu'elles ont re-signé Kelsey Plum, qui a été leur meilleure joueuse de la saison dernière, hein, pour sa première saison après son arrivée en provenance de Las Vegas. Elle a signé que pour 1 an, pour 1 million, donc bon, ça offre de la flexibilité à tout le monde. Donc elle garde Kelsey Plum, elles font venir Ariel Atkins via un trade avec Chicago contre Ricky Jackson, trade à mon humble avis là aussi plutôt très gagnant pour Los Angeles. Ariel Atkins c'est une 3&D All-Star qui a aussi joué avec Team USA. Et il y a aussi, là ça aussi je le mets au rayon du positif, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup de positifs, c'est le comeback de Nneka Ogwumike, ancienne MVP, championne de WNBA avec les Sparks, et qui vieillit franchement comme du bon vin. Elle perd pas grand chose finalement, c'est pas une grande joueuse défensive, mais en attaque toujours très 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 efficace, et une leader incroyable, hein, qui a été présidente du syndicat des joueuses. Donc signal fort quand même sur l'ambition de retrouver les playoffs cette année. Elle les avait ratés de peu la saison dernière. À côté de ça, sur la construction de l'équipe, les Sparks ont donné un contrat max à Direka MB sur 3 ans. C'est beaucoup, c'est une bonne joueuse aussi, mais 3 ans à ce prix-là, c'est cher, et ça, c'est un indicateur du statut qu'elle devrait avoir, et donc de sa place en tant que titulaire, je pense. Erica Wheeler, garde vétéran, qui revient aussi à Los Angeles. Elles ont perdu Julie Allemand, qu'elles n'ont pas verrouillé pendant la draft d'expansion. C'est leur meilleure meneuse pure, on va dire, organisatrice dans l'effectif, qui part vers Toronto. Et du coup, ça bouche un peu les perspectives, notamment pour Cameron Brink, que moi j'adore, qui est un monstre absolu en défense déjà, mais qui n'a pas encore pu vraiment le montrer en WNBA à cause des blessures. Et ça donne un équilibre d'équipe, c'est très très tourné vers l'attaque quand même, et je me demande si malgré le nombre de talents dans cette équipe, la mayonnaise va prendre, et qu'il y aura suffisamment de minutes, notamment pour Cameron Brink, ce qui peut, à mon avis, être le facteur qui les fait passer d'équipe qui veut et va jouer les playoffs à un peu plus. Voilà, ça on verra, c'est que mon avis. On peut discuter de Dallas, je sais que Dallas intéresse aussi toujours pas mal de monde, parce qu'il y a la présence de Paige Bakers, bien entendu. Les Wings ont, je trouve, plutôt bien bossé aussi. Elles vont pouvoir tenter de viser les playoffs après une première saison avec Paige l'an dernier, qui a pas débouché sur des playoffs, mais on s'y attendait. Elles ont donc prolongé Arike Ogunbowale sur 2 ans. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi la trader s'ils voient que ça fonctionne pas sur cette saison-là. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une joueuse qui a une valeur quand même encore importante, hein. Ça a été une top scoreuse de la ligue pendant des années. Elle a aussi fait des très très belles saisons. Mais elles ont aussi et surtout recruté la co-Defensive Player of the Year en titre. Co-Defensive Player parce que il y a eu A'ja Wilson aussi dans l'équation.
C'est Alana Smith, l'Australienne, qui a été shippée à Minnesota grâce à un contrat max sur 3 ans qui lui a été proposé. Elle pouvait évidemment pas dire non. Il y a aussi eu l'arrivée de Jessica Shepard, qui est une machine à stats quand elle joue en WNBA. Donc Dallas s'est renforcé, et Dallas a aussi le first pick de la draft 2026, dont je vous parlerai un peu après. Et du coup, l'effectif est assez excitant. C'est difficile de savoir jusqu'où ce qu'elles pourront viser, jusqu'où elles pourront aller, mais au moins, voilà, il y a de quoi faire, et elles ont plutôt bien bossé, même si c'était en dernière minute, entre guillemets, à la free agency, parce que les gros deals étaient passés, mais elles ont réussi quand même à avoir une belle prise avec Alana Smith. Indiana aussi intéresse forcément l'autre grand talent américain des dernières années, Caitlin Clark. C'est toujours un facteur d'intérêt pour les gens, surtout qu'on l'a pas vu depuis pas mal de mois, elle a pas fait la deuxième partie de saison dernière. Le Fever a été plutôt sage, a prolongé Kelsey Mitchell, a prolongé Sophie Cunningham, a ajouté Tiasha Harris en backup à la main, a ajouté Monique Billings qui était à Golden State, et du coup il y a un effectif qui, mine de rien, va se connaître bien, sera enfin au complet avec Caitlin Clark, ce qui change un tout petit peu la donne quand même, et va pouvoir tranquillement aussi se positionner sur la prolongation d'Aliyah Boston, qui est extrêmement importante pour la suite du projet pour le Fever. Donc Fever, ouais, je disais ce matin dans le CQFR, il y a des franchises qui ont des approches un peu sages et prudentes et qui veulent vraiment verrouiller leurs joueuses actuelles, et d'autres qui dépensent un peu à tire-larigot, pour reprendre une vieille expression. C'est pas le cas d'Indiana. Petit mot sur Seattle, sur le Storm qui se prépare pour une transition assez clairement. Il y a des départs majeurs, ceux de Nneka Ogwumike et Gabby Williams que j'évoquais. Il y aura sans doute une place plus grande accordée aux jeunes comme Dominique Malonga, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Elle va récupérer Steph Dolson qui était brièvement passé par Lasvel comme mentor à l'intérieur, et elle va former vraisemblablement la paire à l'intérieur toute la saison avec Ezzy McBegor qui elle a été prolongée sans doute au max. Mais Seattle, à mon avis, sera plus proche du bas que du haut, et c'est pas non plus une mauvaise nouvelle dans l'optique de récupérer l'un des gros talents des 2 prochaines années qui s'annonce à la draft. Un petit mot sur les Françaises. J'ai dit Marine Johannes reste à New York, Carla Leight part à Portland via la draft d'expansion. Il y a Valériane Ayayi, capitaine de l'équipe de France, qui arrive à Phoenix 11 ans après sa première expérience en WNBA. Ça va mettre un peu de baume au cœur d'Alyssa Thomas, je pense qu'il... Vous voyez le même, de la scène de John Travolta qui cherche les gens autour, qui est tout seul dans la pièce. Alyssa Thomas, c'est un peu ça. Alors elle a sa compagne Dewana Bonheur, qui a signé pour 1 an. Et donc maintenant, elle a Valériane Ayayi, qu'elle connaît bien, puisqu'elles ont joué ensemble à Prague. Mais c'est un peu léger pour le moment en termes de recrutement du côté de Phoenix. Pour les Françaises, on attend aussi Pauline Astier. Il se dit qu'elle est entre Connecticut, où il y a déjà Leila Lacan et Minia Touré, et New York. Je vous parlais de New York tout à l'heure, donc peut-être Pauline Astier qui devrait pouvoir décrocher un contrat pour le training camp dans l'une des 2 franchises. C'est une très bonne nouvelle dans tous les cas quand des joueuses de l'équipe de France ont l'occasion de faire leur entrée, leur arrivée en WNBA. De toute façon, on vous parlera des Françaises toute la saison, hein. Je pense qu'elles vont se distinguer à nouveau comme elles l'ont fait ces dernières années, et c'est vraiment c'est un terrain d'expression vraiment cool pour nos Françaises, la WNBA. Ça, c'est pour la free agency. Il y aura encore peut-être des signatures jusqu'à la fermeture, jusqu'au début de la saison. On vous en tiendra évidemment informé. Je voulais aussi, puisque c'est déjà la nuit prochaine, vous parler de la draft WNBA 2026, qui est moins attendue, on va pas se mentir, que les 2 dernières, où il y avait Caitlin Clark et Paige Bueckers, entre autres. Il y a aussi Angel Reese, Cameron Brink, dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même une draft intéressante. C'est quand même une draft où il y a une Française qui risque d'être prise au premier tour, puisqu'elle a été invitée dans la Green Room. Je veux parler d'elle Angloma, je vous parlerai un peu après. Déjà, avant de vous faire cette petite preview, je vous conseille ce soir, cette nuit, si vous êtes insomniaque ou si vraiment ça vous intéresse, de vous brancher sur Twitch, sur le compte de Swish Swish qui va couvrir l'événement en direct, les copains Gis et Flo. Vous avez tous les 2 déjà vu en guest dans des podcasts Basket Session et Rivers, qui vont faire un petit live déjà en couverture avant que la cérémonie débute, et ensuite au pic par pic pour commenter avec vous si ça vous intéresse sur Twitch. N'hésitez vraiment pas à y aller. J'essaierai peut-être moi d'y faire un petit tour si la fatigue ne me prend pas. Si vous avez absolument rien suivi, je peux vous faire, c'est ce que je vais faire je pense, ma mock personnelle du premier tour rapidement. Il y a que 15 pics, donc ça va aller vite, et ce sera peut-être plus éclairant pour vous. Je vais vous parler du profil des joueuses à chaque fois. C'est strictement personnel, c'est pas la synthèse à laquelle on avait abouti avec les copains de Swish Swish dans le Swish Brunch de dimanche, qui est toujours en ligne si ça vous intéresse. C'était une synthèse de nos 3 mocks. Là, c'est vraiment ma mock perso avec donc quelques petites différences.
vous verrez quand même que fondamentalement, ça change pas trop. Le first pick, donc, Easy Fudd pour les Dallas Wings, arrière de Yukon. Il y avait une petite incertitude sur le profil que Dallas voulait recruter. Est-ce qu'elles n'allaient pas prendre plutôt une intérieure comme Lauren Bates ou Awafam, l'espagnol? Voilà, moi je pense que c'est assez clair depuis longtemps. Avec la présence de Paige Bakers, il y a beaucoup de cases qui sont cochées. Elles sont très très proches, Easy et Paige. Elles ont fait 4 ans ensemble à Yukon. Elles ont gagné un titre, fait une finale. Elles sont complémentaires et Easy Fudd, c'est une magnifique shooteuse sur le poste 2 qui a peut-être la plus belle mécanique de tir chez les filles. Un potentiel même, je pense, de meilleure shooteuse de sa génération déjà au minimum. Voilà, en la matière, c'est quand même très très impressionnant, vous le verrez. C'est aussi une bonne joueuse défensive qui a été pas mal gênée par les blessures jusque-là. Je pense que ce sera une super recrue pour Dallas si c'est bien ce choix-là que font les Wings. En 2, Lauren Bates, que vous avez peut-être vu si vous avez suivi rapidement le tournoi NCAA féminin. Lauren Bates, qui selon moi pourrait aller à Minnesota. Elle vient d'être championne avec UCLA. Elle a de la taille, elle est à 2 mètres, du passing, de l'intelligence de jeu. Elle a des progrès à faire en attaque, mais ça viendra. Il y a déjà un plancher défensif qui est très 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 intéressant. Et avec Cheryl Reeve en coach à Minnesota, moi je pense que ça le fera parfaitement. À voir si c'est bien Lauren Bates qui sera choisi, parce que vous verrez qui j'ai choisi en 4. Faudra peut-être inverser. En 3, j'ai choisi Olivia Miles, la meneuse de TCU, qui était à Notre-Dame avec Anna Hidalgo avant, qui a été transférée. Que j'envoie donc à Seattle qui a pas besoin d'intérieur, il y a déjà Dominique Malonga, il y a déjà Izzy McBegor, donc je les ai pas mises sur Lauren Bates ou sur Awafam, mais donc sur Olivia Miles qui est une passeuse incroyable, qualité de passe et vision de jeu sublime, et qui sera, je pense, très bien dans ce contexte où il y aura pas trop de pression du côté de Seattle, parce que Olivia Miles a des limites en tant que première option. Par contre, si c'est elle juste la chef d'orchestre et qu'il y a d'autres joueuses qui sont meilleures autour ou qui peuvent l'accompagner, ce sera un super pick en numéro 3. En 4, je vous le disais, une intérieure du coup pour les Washington Mystics. J'ai mis Awafam, l'espagnol, intérieur très mobile, un potentiel vertigineux qu'on a déjà vu en action avec l'Espagne. Hein. Les Bleus s'en souviennent, malheureusement, elle avait été extraordinaire contre l'équipe de France. Et on la voit aussi avec Valence, c'est déjà une jeune mais excellente joueuse. Et pour Washington qui se reconstruit vraiment de tout en bas, je pense que ce sera un bon début de l'avoir elle ou Lauren Bates. Dans tous les cas, ce sera un bon pick, je pense, pour les Washington Mystics, qui ont pas mal de picks dans ce premier tour, vous verrez. En 5e position, c'est le Chicago Sky qui pique. Moi, je leur ai mis Flo J. Johnson, qui est l'hélière scoreuse de LSU, qui avait été championne l'année où LSU a été championne avec Angel Reese notamment, qui est aussi un personnage médiatique. Hein. C'est une artiste qui est célèbre pour sa musique, mais qui est aussi une joueuse athlétique, scoreuse, qui, dans une équipe comme le Sky, dont on ne sait pas trop où elle va, c'est vrai que j'ai pas parlé du Sky pour la Free Agency tout à l'heure, quand même recruté Skylar Diggins-Smith, qui est l'une des meilleures meneuses de la ligue, mais autour c'est très très flou. C'est pas mal d'avoir une joueuse avec un peu de hype autour, comme le sera Flo J. Johnson. En 6, Iana Martin pour le Toronto Tempo, encore une espagnole, il y aura sans doute 2 espagnols au premier tour, 20 ans, meneuse prodige, playmaker incroyable, qui, je pense, si elle n'avait pas été espagnole, aurait pu être prise un peu plus haut, mais voilà, j'ai très hâte aussi de la voir arriver en WNBA, et si c'est à Toronto où il y aura de la place pour la jeunesse, je pense que ce sera une très très bonne nouvelle aussi. En 7, Kiki Rice, là aussi, la coéquipière de Lauren Bates, que vous avez peut-être vu avec UCLA, qui vient d'être championne, que j'ai envoyé au Portland Fire, donc là aussi l'une des franchises d'expansion. Il y avait de la hype, beaucoup de hype autour d'elle à son arrivée du lycée. Hein. Je me souviens que LeBron Enco avait beaucoup tweeté sur elle. Elle a mis un peu de temps avant d'accéder à la renommée, on va dire, mais elle a fait une très bonne saison. C'est une meneuse vraiment fiable, stable, qui défend bien, et je pense que pour Portland c'est bien aussi. Quelle que soit l'équipe dans laquelle elle atterrira, à mon avis, sera une bonne nouvelle pour l'équipe qui aura misé sur elle. Ensuite, je vais passer un peu plus vite sur certains picks. En 8, Gianna Nipkins de UCLA, une autre championne avec UCLA, mais qui a été transférée cette année, que j'envoie au Golden State Valkyrie. Je l'ai mise un peu plus haute peut-être que le consensus, parce que je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup déjà avant qu'elle arrive à UCLA. C'est une super shooteuse. Et pareil, où qu'elle aille, alors il y a peut-être des feats qui seront meilleurs que d'autres, mais je pense que Gianna Nipkins trouvera sa place comme l'une des très très bonnes shooteuses de la ligue, donc en 8, ça me paraît pas déconnant. Et en 9, du coup, la française, je vous parlais de la française, Nell Angloma pour les Washington Mystics. Je pense que pour Nell, les Mystics, ce serait bien. Là aussi, il y aura peut-être un peu
possibilité de s'exprimer. C'est, pour ceux qui la connaissent pas, une ailière d'1m80 qui tourne déjà à 15 points de moyenne en LFB. En équipe de France jeune, on l'a vu pas mal. Elle a été MVP de l'Euro U18 en 2024. Elle a été dans le deuxième meilleur 5 du tournoi à la Coupe du Monde U19 ensuite. C'est une bonne scoreuse déjà. Elle a une capacité à se créer son tir. Un peu le profil d'ailière moderne que je pense apprécient déjà les scouts WNBA. Et ça lui promet quasiment une place au premier tour, voire même en milieu de premier tour, et peut-être même un peu plus haut. Milieu top 10, fin top 10, c'est ce qui se dessine pour Nell Angloma. Moi, je l'ai mise en 9 du côté de Washington. Il y a évidemment beaucoup de questions pour le moment. C'est une jeune joueuse, donc le tir extérieur est encore très irrégulier. Il faut s'adapter au spacing WNBA, le rôle qu'elle peut y avoir. Est-ce que ce sera une créatrice secondaire, une scoreuse? Il y a plein de choses, mais Nell Angloma pourrait, si elle le souhaite, faire ses débuts en WNBA la saison prochaine, après avoir fait une très belle saison avec Montpellier. Ensuite, je vais passer plus vite à nouveau pour les derniers picks. En 10, j'ai mis Raven Johnson de South Carolina du côté d'Indiana, qui je pense serait un très bon backup à Caitlin Clark, une joueuse plus défensive. Une autre espagnole encore, Marta Suarez, Washington Mystics. Je l'envoie là, je pense que ce serait pas mal. Les Mystics ont 3 picks, alors à voir si elles vont pas échanger l'un des picks le moment venu. Ça reste une possibilité. En tout cas, si elle le conserve, je pense que Marta Suarez, c'est pareil, une joueuse qui a l'habitude, qui joue déjà au niveau chez les pros depuis quelques années, enfin qui a joué chez les pros depuis quelques années. Et là, avec TCU, à mon avis, elle a acquis une cote suffisante pour pouvoir être draftée, peut-être pas au premier tour, parce qu'elle n'est pas toujours prise au premier tour dans les mocks, mais au moins pour intégrer la WNBA dès cette année. En 12, j'ai mis Tanya Latson au Sun, Tanya Latson aussi à South Carolina, avec qui pour amener du punch offensif, pardon. Alors, le Sun, on sait que c'est une équipe qui est amenée à déménager, qui va partir à Houston, et je ne l'ai pas mentionné non plus, comme dans les mouvements de la Free Agency, mais Brittney Griner a signé avec le Sun en prévision du déménagement à Houston. Elle est texane, elle rêvait de jouer au Texas. A priori, c'est un move calculé après une saison de transition. Donc moi j'envoie Tanya Latson du côté du Sun. En 13, Coty McMahon à l'Atlanta Dream. Atlanta qui va beaucoup faire parler cette saison. Coty McMahon, profil de scoreuse là aussi. Scoreuse athlétique, à voir si elle pourra réussir la transition en WNBA. En 14, un nom de famille qui va vous parler, Gabriela Jaquez, que j'envoie au Seattle, la sœur de Jaime Jaquez, le joueur du Miami Heat. Une autre joueuse de UCLA qui vient d'être championne NCAA. J'espère que je me suis pas trompé sur les autres fois où j'ai mentionné les joueuses de UCLA, mais c'est bien NCAA et pas WNBA. Gabriela Jaquez, super joueuse défensive, joueuse très polyvalente, qui trouvera à mon avis là aussi un spot quel qu'il soit en WNBA cette saison. Son frère était d'ailleurs à la finale. Hein. Elle a réussi à faire ce que lui n'avait pas pu faire avec UCLA, c'est-à-dire gagner le titre national. Et enfin, pour terminer, en 15, Yarden Garrison au Connecticut Sun, aussi, qui est aussi une équipe qui a beaucoup de pics. Forcément, les équipes en reconstruction. Yarden Garrison, qui est une arrière qui joue à Maryland cette année, qui était à Indiana avant, qui je pense aussi a de quoi intégrer la ligue dès cette année. Il y a un top 7 assez clair pour les joueuses qui, à mon avis, peuvent avoir un rôle dès cette année. Et au-delà, voilà, c'est peut-être plus incertain, on va dire. Voilà pour ce point WNBA, draft, free agency. N'hésitez pas en commentaire si j'ai oublié de mentionner des trucs, ce qui est très 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 probable. Ou si vous avez des choses à dire sur les joueuses en question, sur des moves de la free agency, sur des futurs draftés dont je vous aurais pas parlé et qui, selon vous, seront peut-être des vedettes en WNBA à l'avenir. En attendant, on se retrouve dès demain matin pour un CQFR. Alors il n'y aura pas de match NBA pendant la nuit, mais on fera peut-être des petites previews des affiches du play-in en WNBA. Il est temps d'aller faire la sieste. Des affiches du play-in en NBA, ça va démarrer très très bientôt dans la nuit de mardi à mercredi. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain. Is out there, and it's either play or get played.